Le marché de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Œuvre d'Agustino Brunias. Ce qui s'offre à nos yeux n'est pas une simple toile décorative, mais un témoignage visuel explosif qui ébranle les fondements même de notre compréhension historique. L'œuvre magistrale de Brunias nous révèle une société antillaise du XVIIIe siècle radicalement différente des narratifs officiels qui nous ont été inculqués depuis des générations. Zoomons sur le centre du tableau. Observez avec attention cette scène de marché caribéen à Saint-Domingue. Au centre, deux femmes créoles en robe de blanc immaculée et ornées de rubans rouges, dont la prestance et l'élégance défient toute notion d'oppression systémique. Leur silhouette se détache avec autorité de ce ballet commercial quotidien. La plus imposante arbore une coiffe blanche d'une sophistication remarquable, symbole de statut social indéniable, tandis que son accompagnatrice semble être une dame de compagnie, elle-même vêtue avec distinction. Autour d'elle gravite une société stratifiée, mais étonnamment fluide, où les échanges se font dans un climat de respect mutuel. Un tableau saisissant qui contredit frontalement les descriptions apocalyptiques d'une société coloniale exclusivement fondée sur la terreur et la déshumanisation. L'artiste témoin, mais non romancier. Zoom arrière, regardons l'ensemble. Avant d'approfondir notre analyse, rappelons qui était l'homme derrière ce témoignage pictural troublant. Agustino Brunias, né à Rome vers 1730 et décédé à la Dominique en 1796, était un peintre italien de formation classique. Point crucial et trop souvent occulté par les tenants de l'histoire officielle, cet artiste fut expressément mandaté par Sir William Young, commissaire britannique, pour documenter visuellement et non pas embellir ou romancer la vie quotidienne dans les colonies britanniques des Caraïbes. Contrairement aux artistes itinérants qui ne faisaient que de brefs séjours exotiques, Brunias s'établit pendant plus de 25 ans dans ces îles. Il y vécut, observa et peignit méticuleusement la réalité qu'il avait sous les yeux. Ses œuvres ne révèlent nullement du doudouisme ou de peinture d'imagination, mais s'inscrivent dans une tradition d'exactitude ethnographique rigoureuse, celle d'un témoin oculaire de premier plan. Une société aux multiples strates. Zoomons sur la gauche du tableau. Décryptons maintenant les différentes classes sociales qui cohabitent dans cette scène, en commençant par la gauche. Voici les indigènes, remarquablement libres dans leur apparence. Un homme au torse nu, coiffé d'un chapeau orné de plumes éclatantes, rouges et bleues, porte fièrement un sabre à la main droite et un couteau à sa ceinture. Il fume paisiblement sa pipe, entouré de 3 femmes arborant des pagnes orangées et portant des paniers en fibres tressées. 2 enfants nus les accompagnent, évoluant avec une liberté déconcertante. Zoomons sur les vendeurs et les acheteurs. Les paysans, majoritairement des femmes aux pieds nus, mais vêtues de robes claires et amples, portent le maré-tête traditionnel et des bijoux signes manifestes d'une certaine prospérité. Derrière le fumeur de pipe, d'ailleurs, remarquez cette vendeuse assise, protégée par une ombrelle. Elle semble proposer des bijoux en or. Un jeune garçon se tient devant elle, tandis qu'une jeune fille sans couvre-chef se place à l'arrière. Zoomons sur les personnages centraux. La bourgeoisie locale est représentée par cette dame âgée s'appuyant sur une canne, contemplant les 2 élégantes femmes en blanc qui dominent la composition. À leur côté, notez la présence significative d'un homme noir élégamment vêtu, nullement dans une posture servile, mais comme un participant à part entière de cette société complexe. Zoomons sur les soldats. Le détail peut être le plus troublant. 2 soldats coloniaux en uniforme rouge et vert qui conversent avec décontraction avec une femme noire venant de faire ses achats. Aucune tension visible, aucun rapport d'oppression manifeste dans cette interaction qui défie nos certitudes historiques. L'environnement est révélateur. Regardons l'architecture. L'habitat représenté est tout aussi révélateur. Point de cases précaires ou d'habitations de fortune, mais 3 imposants bâtiments à étages construits en pierre solide avec des toitures en tuiles rouges. Témoignage d'une infrastructure coloniale développée, contrastant avec l'idée de campement improvisé. Zoomons sur l'arrière-plan. À l'arrière-plan, une montagne imposante sur laquelle on distingue de la végétation et des constructions, dont l'une au sommet semble arborer un drapeau, marque une organisation territoriale structurée. À droite,
Les hommes semblent s'exercer à des danses ou à des combats, observés par d'autres dans un climat de liberté de mouvement déconcertant. Zoomons sur les produits locaux. Au premier plan, les villageois, 5 femmes, un homme et un nourrisson allaité, sont entourés de produits locaux abondants, image d'une économie locale dynamique et autosuffisante qui contraste singulièrement avec l'idée d'une exploitation prédatrice des ressources. Nous avons devant les yeux une énigme historique. Comment réconcilier cette représentation picturale méticuleuse avec les descriptions textuelles qui nous ont été transmises? Comment expliquer l'abîme qui sépare ces scènes de vie organisée des récits de brutalité systémique associés au Code noir? Regardez cette autre œuvre d'un artiste français de la même époque qui peint le marché de Martinique. D'ailleurs, les fouilles archéologiques menées en Guadeloupe révèlent des contradictions similaires. Alors que l'on nous parle d'une domination écrasante, pourquoi ne trouve-t-on pratiquement aucun vestige matériel de l'appareil répressif colonial? Comment expliquer qu'en Guadeloupe, territoire prétendument sous le joug d'un système esclavagiste brutal, on ne trouve qu'une seule structure pouvant être interprétée comme une prison? Plus troublant encore, pourquoi les archéologues découvrent-ils en abondance des objets fragiles et anciens des peuples caraïbes, poteries délicates, pointes de flèches, mais presque aucun vestige métallique tel que des armes ou des outils des colonisateurs européens dont on nous vante pourtant la présence massive et organisée? Les amis, ces questions ne sont pas anodines. Elles suggèrent une possible réécriture massive de notre histoire, une manipulation des consciences à travers des générations. En fait, la méthode est aussi simple qu'efficace. Faire croire que les ancêtres ont tellement souffert que les descendants se sentent obligés de relativiser leurs propres conditions d'aliénés. En gros, on leur dit sois heureux de ta situation actuelle car avant c'était bien pire. Et ça fonctionne. Selon moi, chaque coup de pinceau minutieux de Brunias pourrait ainsi représenter non pas une idéalisation romantique, mais un témoignage visuel d'une réalité caribéenne que les documents écrits ont peut-être délibérément occultée. Si l'histoire de l'humanité est truffée de falsifications avérées, quelle garantie avons-nous que l'histoire de la traite négrière qu'on nous impose serait-elle intégralement authentique? Le tableau de Brunias n'est pas une œuvre d'art, c'est une pièce à conviction dans le grand procès de notre histoire collective. L'équipe Arc est là.